fou amoureux de toi au début, complètement absent après. Si tu sors avec un TDAH, c'est exactement ce que tu as ressenti. Je propose qu'on fasse cette vidéo pour ceux qui ont en partenaire un ou une TDAH parce que c'est 50-50 et on va faire un petit exercice. Vous allez compter sur vos doigts combien de choses vous avez observées dans votre vie de couple. Toute première, il peut parfois, je mets un il pour simplifier les vidéos, répondre à un SMS en 30 secondes, voire même en 1 seconde. Parfois, par contre, tu n'auras pas de réponse. Si jamais il y a plus qu'un sujet dans un email, si jamais il y a 2-3 sujets, il y a de fortes chances que tu aies perdu cette personne et que tu n'aies jamais de réponse, ou alors qu'il réponde juste à la dernière phrase. Au téléphone, il te dit oui, ok, oui, c'est bon. À la fin, il sait ni où c'est, ni à quelle heure. Si jamais il y a un truc urgent à faire, tu peux être sûr que ça va rester 3 semaines en attente. Tout devient, au fil du couple, des on verra. On en reparlera dans un instant. Il peut te dire oui, je m'en occupe, et tu sais au fond de toi une chose, c'est qu'il s'en occupera jamais. Il peut parfois se concentrer tellement qu'il passera 4 heures sur un panier Amazon, soit le mettre dans le panier et il ne se passera jamais rien, soit le lendemain, tu te retrouves avec plein de colis que le facteur découvre en même temps que toi. Il t'annonce un projet énorme, gigantesque, et puis il t'en reparle plus. Ou alors un mois après, il se remet dedans à fond, et puis ensuite, plus rien. Tu racontes ta journée, cette personne hoche la tête devant toi comme si elle te comprenait, et tout d'un coup, elle te dit, au fait, tu parles de qui là ? Il a rien suivi. Il te coupe la parole pour te dire quelque chose en rapport avec ça, qui n'a aucun sens, ou encore pour ne pas perdre une idée, ou même pour compléter ta phrase, mais il se trompe. En soirée, cette personne peut monopoliser sur un sujet qui intéresse pas grand monde, dans une espèce de grand monologue de 20 minutes. Tu lui poses une question simple, qui attend une réponse simple, tu auras un discours complet, une explication, un documentaire sur ce sujet. Cette personne peut parler fort au restaurant, tu lui fais chute des yeux, genre attention, tu t'emballes, il le voit pas. Juste avant de s'endormir le soir, tu éteins toutes les lumières, il va te sortir le plus gros sujet du monde. Au fait, le week-end prochain, avec tes parents, ou encore pour les tickets de train, comment ça va se passer, ou encore, j'ai une idée de business, voici ce qu'on va lancer. Il peut aussi te balancer une vanne au pire moment, ou qui sera vraiment sans aucun filtre, et puis après, il s'en voudra pendant des heures. Il peut exploser en voiture parce qu'une autre voiture se comporte mal ou parce que le GPS recalcule trop lentement. Et puis 3 minutes après, il te propose juste une glace comme si rien ne s'était passé. Tu lui fais une remarque anodine, il peut se renfermer pendant des heures. Parfois, au lit, tu as l'impression que cette personne décroche le temps de quelques secondes. Il est là physiquement, mais mentalement de temps en temps, il n'est plus là. Ces quelques exemples illustrent les critères du DSM-5, je vous laisse vous arrêter sur la vidéo si vous voulez voir exactement les symptômes. Il faut avoir au moins 6 symptômes sur 9 chez l'enfant, au moins 5 à partir de 17 ans. À savoir que on caractérise le TDAH à partir du moment où ça vient déranger ta vie. Admettons, tu perds ton travail, tu as des soucis graves de couple, etc. C'est là qu'on va s'y attarder. Si jamais tu l'as, mais que ça se passe plutôt bien, on ne mettra pas ces critères dessus. Le critère A1, c'est le TDA, trouble et déficit de l'attention. Donc là, on est dans la partie inattentionnelle, mais il y a aussi le critère A2, qui est la partie hyperactivité. Donc tu peux être TDA ou TDAH, avec ou sans hyperactivité. Moi, par exemple, pour info, je suis juste TDA. Je n'ai pas la partie hyperactive. Alors, à qui je parle aujourd'hui ? Je parle à toi, qui l'aime, probablement, qui voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui n'est pas normal. Il ne ressemble pas aux autres hommes pendant cette soirée. Il est un tout petit peu différent. Tu l'aimes, c'est toi qui tiens l'agenda, les anniversaires, les comptes, c'est toi qui remplis les papiers de la mutuelle. Et t'hésites entre te dire « je dois l'accepter comme ça » ou « il faut que je fasse quelque chose parce qu'au bout d'un moment, je n'en peux plus ». T'es donc coincé entre 2 culpabilités, celle de lui en vouloir parce que finalement, tu souffres de cette situation. La deuxième, c'est celle de t'écraser, de ne rien dire et de juste subir. Un psychiatre a montré que 96% des personnes en couple avec une personne TDAH dire que ça pèse sur leur relation, ce qui ne m'étonne pas du tout. Et 92% disent qu'elles ont l'impression de compenser en permanence pour leur partenaire. Que ce soit pour cette réservation au restaurant ou que ce soit dans la vie de tous les jours, tu as l'impression que cette personne en face de toi n'est pas fiable. Je suis le genre d'homme qui peut partir acheter du pain et qui va revenir avec une plante verte. Je suis aussi le genre d'homme en couple décrit comme quelqu'un de plutôt intelligent, mais aussi absent. Et ces symptômes, tu l'as peut-être même physiquement dans ton appartement, dans ta maison. C'est ce chantier démarré jamais fini. C'est cette chose qu'on devait faire ensemble et finalement on a dit on verra et c'est jamais arrivé. Et un jour, tu as une discussion le soir
parce qu'il t'est arrivé quelque chose dans ta journée, parce que tu es triste, parce que tu es fatigué, tu as besoin d'avoir quelqu'un de fiable, tu as besoin d'avoir une oreille en face de toi. Et tu vas lui confier des choses. Et l'autre en face arrive à t'écouter pendant un temps, et tout d'un coup, il décroche. Il te demande de quoi tu parles, qui est cette personne, il a complètement oublié le contexte. Et tu as l'impression de ne pas être entendu. Et le plus frustrant là-dedans, c'est qu'il peut recevoir un SMS en même temps que tu lui confies ta peine, ta journée, toutes tes difficultés, un SMS d'un copain sur une perceuse, et il va répondre immédiatement en 30 secondes avec une explication détaillée à son pote. Mais toi, ce que tu lui as confié, il est passé à côté. Et la conclusion qui s'impose toute seule, c'est « il peut le faire ». Parce que je vois que dans certaines situations, il est extrêmement bon dedans, mais il choisit de ne pas le faire pour moi. On va voir pourquoi cette phrase est fausse aujourd'hui. Le concept 1, c'est de comprendre, et notez bien ça, c'est un trouble de la performance, pas de la connaissance. Si jamais il y avait un examen du bac pour cette personne, pour te connaître, pour dire exactement ce que tu aimes, ce que tu détestes, qui tu es, il aurait 20 sur 20. Il le sait. Il a l'information en lui. Le souci, c'est le pont entre je sais quelque chose sur quelqu'un, je sais que je dois le faire, et le passage à l'action. Et ce qui est perturbant, c'est que tu l'as déjà vu devant Amazon à comparer des barbecues pendant 4 heures et tu te dis là, il a cette capacité d'attention, il l'a en lui, mais il choisit exprès de ne pas me la donner. Et c'est là qu'il faut faire une distinction très importante. Cette personne, homme ou femme, est un golden retriever devant une balle de tennis. C'est-à-dire que tout ce qui passe devant lui, à un moment donné, aura plus d'attention que les choses sur le long terme. Et il y a un terme pour ça qui s'appelle la cécité temporelle. En gros, tout ce qui est là, maintenant, est parfaitement net, une notification, un truc sur Amazon, mais tout ce qui se passe dans 3 semaines, un voyage où il faut refaire le passeport, une soirée avec des amis à préparer, un papier de mutuelle à renvoyer dans le futur, là-dessus, il ne verra rien. Ce n'est pas qu'il s'en fiche, c'est qu'il ne voit pas. Et si on parle de cette fameuse perceuse dont le copain a envoyé un SMS juste avant, et pourquoi est-ce qu'il a une réponse en 30 secondes et toi pas, c'est la chose qu'il faut impérativement comprendre. Le cerveau TDAH ne classe pas les tâches par importance, il les classe par stimulation. Il fonce vers ce qui stimule. Toi, tu as interprété ça comme « tout le monde passe devant moi, il n'en a rien à faire ». En réalité, son cerveau a dit « ça c'est facile, ça va m'apporter de la dopamine, donc je vais faire le facile avant le compliqué ». C'est ce qui fait, si je te résume ma vie, que je peux arriver à l'aéroport pour un voyage, être très fier de moi de ne pas avoir loupé la date et d'être même là 2 heures auparavant, mais d'avoir complètement zappé, de refaire mon passeport qui est périmé depuis 3 ans. Et j'aimerais te parler de la dopamine, parce que vu juste comme ça, si la vidéo s'arrêtait là, on pourrait dire « cet homme, cette femme est un gamin qui court après la dopamine, et c'est tout ». De la même manière que n'importe quel être humain adorerait aller scroller sur Instagram ou avoir des notifications. Comprends bien quelque chose. Ce n'est pas une personne qui est addicte à la dopamine. On aime tous la dopamine. C'est comme si je disais, une voiture a besoin de carburant. Tous les êtres humains en ont besoin. Lui, il n'est pas addict à la dopamine, il a une dette de dopamine. Il a moins de dopamine par défaut. Son système dopaminique lui en fournit moins. Ça signifie qu'il ne cherche pas un shoot pour s'évader, pour planer, pour avoir un peu de bonheur en plus. Il court après ça pour rétablir un équilibre interne qui ne lui en fournit pas assez. Et au passage, ça peut avoir des conséquences désastreuses sur sa vie. Quand on parle d'addiction, 2 fois plus de troubles liés à l'alcool et aux substances, plus de tabac plus tôt dans sa vie et plus dur à arrêter, plus de jeux, plus d'écrans, plus d'achats compulsifs pour venir rétablir cette dose de dopamine. Et je ne dis pas ça pour que tu aies pitié de cette personne, ni pour te dire c'est normal, donc il faut l'accepter, et on y arrive dans un instant. Ce sont aussi des personnes qui ont plus de retrait de permis, qui ont plus d'accidents, et bien évidemment, quand ton cerveau part dans tous les sens et que par exemple tu oublies le papier de la mutuelle, tu oublieras de la même manière le feu rouge qui est juste devant toi. La population TDAH est surreprésentée en prison, avec 1 détenu sur 4 qui répond aux critères de TDAH. On l'a vu avec le docteur Sikorav il y a 2 mois de ça. C'est 5 à 10 fois plus que le taux classique humain qu'on retrouve dans la population. Si jamais tu me fréquentais, si jamais tu étais dans mon quotidien, tu dirais de moi, cette personne, ce mec, est quelqu'un d'extrêmement organisé, quelqu'un de carré. Et c'est vrai. J'ai toujours mes télécommandes pour mon studio qui sont juste à droite.
J'ai toujours ma clé de voiture dans la poche droite, j'ai toujours mon téléphone dans la poche gauche. À l'intérieur de ma maison, tout est rangé pour que je n'oublie rien. Quand je tape mes scripts de vidéo, je dois même dresser mon cerveau pour ne pas qu'il s'ennuie, pour ne pas qu'il reporte. Je me ferai toujours mon café préféré, un peu comme une croquette à un labrador. Si t'es sage, cerveau d'Antoine, et si tu fais bien ça, tu auras le droit à ta petite récompense de dopamine. Vu de l'extérieur, c'est bravo Antoine, cet homme est très discipliné. Vu de l'intérieur, c'est juste un échafaudage sur lequel je viens planter des clous chaque jour pour pas que tout s'écroule. Et ça coûte bien évidemment de l'énergie du matin au soir de devoir compenser son propre trouble. Donc garde bien ça pour la suite, parce que je sais que je suis TDAH, alors j'ai organisé ma vie en conséquence pour ne pas trop faire subir les autres de mon propre cerveau, pour ne pas non plus trop avoir les effets moi-même négatifs de mon propre cerveau. Alors ça bien sûr c'est au quotidien, maintenant mets-moi dans une soirée où il y a 3 amis et on va rigoler, là tu auras autre chose. Je vais passer d'un sujet à un autre en 3 secondes, je vais avoir en même temps 3 micro-dépressions et 3 illuminations sur le sens de la vie, des idées, des histoires qui explosent dans tous les sens, et à la fin de la soirée quand je rentre en voiture, je me dis putain, est-ce que je les ai pas saoulés? Est-ce que je n'ai pas été fou? Il y a un point que je dois forcément aborder, c'est celui de la colère. Parce qu'un couple ira forcément avec des disputes. Sauf que toi, tu as peut-être une colère typique, alors que la personne en face de toi a une colère TDAH. Imagine une Ferrari qui peut aller de 0 à 100 en 1,7 secondes. La colère TDAH, c'est ça. Ça monte trop vite, trop tôt, trop fort. Tu passes de 0 à 100. Et ça va retomber de la même manière juste après. Là où une personne typique va avoir une colère qui va monter en quelques heures, parfois même en quelques jours, et qui va mettre aussi du temps à redescendre. Les points d'incompréhension vont forcément se situer dans cette zone juste là, l'autre ne comprend pas pourquoi tu t'es autant enflammé, mais également le TDAH ne comprend pas la colère typique, pourquoi est-il encore en colère 3 jours après, sachant que c'est fini il y a déjà bien longtemps. Tout ce qu'on vient d'évoquer va venir créer en toi 2 blessures, pour toi qui n'es pas TDAH. Tout d'abord, le gâteau d'anniversaire qui n'est pas là. C'était important, il t'avait dit ou elle t'avait dit je m'en charge. Ça s'avère que le jour J, quand on souffle les bougies, il n'y a pas de gâteau en dessous. Et j'ai envie de te dire que ce soit TDAH ou pas, ta douleur, ta déception, elle est forcément là. Tu n'as pas eu ce cadeau, tu n'as pas eu cette réservation, il n'y a pas eu ces vacances. Tu es triste et c'est normal, c'est naturel. La blessure numéro 2, c'est l'interprétation qu'on en fait, qui est largement relayée dans tous les livres à ce sujet. S'il n'y a pas de gâteau, c'est donc que je ne compte pas. Ce qui est une erreur de traduction. C'est juste que son cerveau n'a pas été créé pour faire ce genre de choses de cette manière-là. On pourrait aussi rétorquer à ça que oui, mais si ça se trouve, cet homme, cette femme est juste feignante, on n'a peut-être réellement rien à faire de ça. C'est pour ceci qu'il y a un quiz juste en dessous qui s'appelle « Est-ce que je suis TDAH ?» Et en principe, en ayant vu les premières minutes de cette vidéo, tu dois déterminer si tu es soit sur un gros feignant, appelons ça comme ça, une grosse feignante qu'on n'a rien à faire et égoïste, ou si tu es sur un profil qui fait que tu as 2, 3, 5, 10 indices qui pointent plutôt dans cette direction. Ça change tout à la suite. Donc blessure 1, l'action qui n'est pas faite. Blessure 2, l'interprétation, donc je ne sers à rien. L'erreur 3 qui peut arriver, la 3e blessure, cette personne qui va te dire « Oui, mais je suis TDAH, donc j'ai le droit, je fais exactement ce que je veux. » Or, on va voir si cette personne est vraiment de bonne foi. Le TDAH, on peut le compenser. Tu as peut-être posé cette question à Claude ou à ChatGPT la nuit et t'as dit « Mon mari s'en fiche de moi. Il n'a pas ramené mon gâteau. Il a oublié de renouveler les passeports. On n'a pas pu partir en vacances. Il arrive encore une fois en retard. Il ne m'écoute pas. » Ce à quoi l'algorithme va te dire « C'est un pervers narcissique. C'est de la manipulation. Tu es sous emprise. » Et la chose qui est la plus glaçante, qui est le titre de cette vidéo, c'est « Tu as eu du love bombing. » Parce que ça colle avec ce que tu as vécu au début. Cette personne qui était capable de faire 1h20 de route juste pour t'embrasser. Cette personne qui connaissait tout de ta vie, par cœur. Cette personne qui a mis tellement d'énergie et d'effort là-dedans. Et tout d'un coup, plus rien. On a vu qu'il fallait différencier un TDAH d'une personne vraiment égoïste et fainéante tout à l'heure. Il y a une autre distinction qui est extrêmement importante de faire. Un TDAH est différent d'une perversion narcissique. Le love bombing, typiquement, n'est pas un symptôme du TDAH. Par exemple, le love bombing, on met ce terme-là quand cette personne va faire ce qui s'appelle un abus émotionnel, une manipulation. Elle va venir faire exprès de t'en donner beaucoup,
de manière consciente pour que tu tombes extrêmement amoureux, pour ensuite te le retirer et créer une dépendance. Là, on n'est pas du tout dedans. Tu as eu une hyper-focalisation amoureuse sur toi, involontaire, complètement liée à son TDAH. Tu étais l'objet brillant, lumineux, nouveau, qui a déclenché toute sa dopamine. Ensuite, ta relation est devenue une relation et bien évidemment, ça va devenir stable, rassurant, prévisible. C'est-à-dire en gros, exactement ce qu'on rêve d'avoir dans une relation de couple, sauf que malheureusement, ce n'est pas exactement ce dont rêve un cerveau TDAH qui a besoin de dopamine pour venir compenser ces dopamines manquantes. Et tout à coup, tu le vois ne plus s'intéresser à toi, mais au barbecue sur Amazon et sur 10 000 sujets au quotidien parce qu'il a besoin de compenser encore et encore. Donc la différence, elle est massive, même si dans les faits, ça ressemble. Le love bombing est un outil de manipulateur conscient pour te détruire. Dans le cadre du TDAH, c'est juste que tu étais l'objet nouveau, ça l'a excité, et ensuite, un peu moins. Alors quand le soir, vous êtes sur un canapé, tous les deux, vous avez chacun vos questions dans votre tête. Toi, tes questions, c'est qu'est-ce qui fait que c'était autant génial avant? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est fini? Il ne s'intéresse pas, il n'en a rien à faire, il court partout. Lui, de son côté, se pose aussi des questions, parce qu'il voit ton agacement. C'est un système qui se nourrit des deux côtés. Il voit bien que tu es fatigué. Il se demande si tu l'aimes toujours. Il se demande si tu es fâché. Il se demande s'il est pénible parce qu'il a passé sa vie. C'est quelque chose à ce qu'on lui répète qu'il a été pénible. Et c'est ce qui fait que beaucoup de TDAH vivent avec cette peur constante qui va les habiter pendant toute la journée. Est-ce que mon fonctionnement n'est pas en train de détruire la chose que j'aime le plus que tout au monde, c'est-à-dire toi et cette relation? Et ce qui va suivre est extrêmement classique et très bien documenté. On va parler des adaptations dysfonctionnelles. C'est en gros, quelque chose ne fonctionne pas, je vais donc m'adapter pour changer ça et ne plus décevoir mon partenaire. Sauf que, comme c'est dysfonctionnel, bien évidemment, ça ne marchera pas par la suite. Par exemple, cette personne en face de toi, TDAH, t'a déjà promis plein de choses. Il n'a pas réussi à tenir ses promesses. Qu'est-ce qu'il fera au bout d'un moment? Il va arrêter de promettre. Quand tu lui parles d'un week-end, il te dit « oui, oui, on verra ». Il sait que s'il promet, il va te décevoir. Il n'y arrivera pas. Du coup, il reste flou. Il s'adapte mal et du coup, ça vient encore plus bousiller le couple. La deuxième adaptation dysfonctionnelle, qui bien évidemment va être catastrophique, c'est d'inverser le masque. Bien évidemment, on l'a vu tout à l'heure sur cette courbe d'excitation, d'énervement, de colère qui monte très fort. Il va venir calmer tout ça, mettre un masque devant lui. Je ne me montrerai plus en colère. Je vais juste répondre par des OK, par des oui, par des très bien, tant mieux ou tant pis. Et c'est tout. Je vais tout faire pour me contenir. À force qu'on t'ait dit en tant que TDAH, calme-toi, détends-toi, ne fais plus rien, finalement, tu deviens cet adulte qui ne ressent plus rien. En tout cas, en surface. Il y a donc deux choses qui vont arriver à la suite de ce couple-là. Tout d'abord, le burn-out du partenaire, c'est-à-dire toi. Au bout d'un moment, c'est de la fatigue. T'en portes beaucoup et je t'en montrerai encore par la suite. Mais également, par miroir, le burn-out de ton conjoint, qui voit bien qu'il te fait du mal et qui se sent impuissant parce que son cerveau ne le lâchera pas dans son comportement. Le TDAH va essayer, il met des rappels partout dans son agenda, il oublie quand même et il se dit « quoi que je fasse, je ne serai pas à la hauteur ». Donc tu as deux systèmes qui mettent de plus en plus d'énergie pour cohabiter et ne pas se décevoir et se montrer qu'ils s'aiment, sauf que ça ne marche pas et les deux s'entraînent l'un avec l'autre vers le pire. Et tu te retrouves avec deux personnes qui sont épuisées, chacun étant persuadé de souffrir plus que l'autre. Avant qu'on parle de ta charge mentale, si jamais vous souhaitez résoudre ça, si jamais votre couple, vous avez envie que ça marche, que ça fonctionne, passez par un professionnel. Il y a psychologue.fr, j'ai mis le lien juste en dessous, le site que j'ai cofondé, qui contient des centaines de psychologues qui sont prêts à vous écouter dès aujourd'hui. Il y en a forcément un qui vous attend et ne restez pas seul là-dedans. Le concept même de l'être humain, c'est qu'il n'est pas capable de prendre de la distance par rapport à ses propres fonctionnements. Même un coach, même un psychologue doit consulter quelqu'un d'autre. Si jamais on avait conscience de nos propres dysfonctionnements, on serait parfait. C'est-à-dire qu'on serait des dieux sur Terre, ce qui n'est pas le cas. Et heureusement, on reste des gens imparfaits. Et ce qui nous concerne, nous, on n'a pas le recul dessus. On a trop le nez dedans pour savoir juger et pour savoir avancer. Et aussi, tu n'es pas le psychologue de ton mec ou de ta femme. C'est à un professionnel externe de gérer ça. Et ça va t'enlever du poids en plus. Pour toi qui es partenaire du TDAH,
Tu deviens l'agenda. C'est toi qui penses au cadeau de Noël, c'est toi qui fais le vaccin du chien, c'est toi qui t'occupes de la mutuelle. Et un jour, tu vas dans la belle famille, ils te disent « Waouh, t'as quand même de la chance d'être avec mon fils ou ma fille. » Et toi, tu soupires parce que tu te sens seul, encore plus seul que jamais. Parce que c'est vrai qu'il est gentil, mais être gentil ne remplit pas les papiers de la mutuelle. Et ce que tu ressens, ça a un nom, ça s'appelle la charge mentale. On en a beaucoup parlé il y a 10 ans, ça a ensuite été beaucoup décrié en disant que oui, finalement, on avait tous de la charge mentale, il fallait pas en parler, mais c'est exactement ce qu'on retrouve dans les livres actuels qui parlent de ce type de dynamique, c'est de la vraie grosse charge mentale. Et la charge mentale, ce n'est pas de devoir faire les choses à la place de l'autre, ou pas que en tout cas, c'est de devoir penser à les faire. C'est-à-dire que ton cerveau doit être rempli pour 2 personnes dans ta tête, et en plus, tu dois surveiller comme un chef de projet si l'autre les a bien fait. C'est-à-dire que lui dire n'est pas suffisant, lui rappeler non plus. Il va falloir lui rappeler 10 fois avant ce voyage pour savoir si les tickets ont bien été réservés. Et le jour J, t'es même pas tellement sûr que ça a été fait. L'autre te dit, le fameux « il fallait juste me demander, je l'aurais fait ». En réalité non, même quand je te le demande, ça n'avance pas. Tu es donc devenu ce chef de projet qui doit penser à tout pour toute l'équipe. Un peu comme si ta femme, ton mari, c'était le stagiaire ou encore l'adolescent dont il fallait s'occuper. Lui rappeler des choses, il te dit oui, je vais les faire, mais tu sais très bien que ce ne sera pas fait. Et là, tu arrives dans un immense cercle vicieux. Cette personne va oublier, donc tu vas lui rappeler. À chaque fois que tu lui rappelles, il n'aime pas ça, il se sent surveillé, épié, infantilisé. Personne n'a envie qu'on lui parle comme à un enfant de 8 ans, sauf un autre enfant de 8 ans, j'imagine. Et plus il se sent infantilisé, et plus il décroche. Et plus il décroche, bien évidemment, plus tu vas contrôler. Et la boucle revient sur elle-même, encore une fois, s'empirant un peu plus à chaque fois. Et quelque part dans ce cercle, le désir va s'oublier. On ne peut pas être rempli d'excitation pour quelqu'un qu'on va materner, homme ou femme. On ne peut pas, dans son cas à lui, désirer quelqu'un qui nous gronde comme si on était un enfant. Et un jour arrive où tu n'as même plus la force d'être en colère. T'abandonnes. L'autre te dit que tu es contrôlante, rigide, que t'en demandes trop. La réalité, c'est que tu surfonctionnes au quotidien par rapport à quelqu'un qui sous-fonctionne. Et surfonctionner ou sous-fonctionner, en réalité, c'est juste des rôles. Et la bonne nouvelle, c'est qu'un rôle, comme au cinéma, ça peut se réécrire. Peut-être que, en regardant cette vidéo, tu te dis donc du coup, ça signifie que je n'ai pas le droit de me plaindre, que ce n'est pas de sa faute. Je te propose 2 vérités qui sont justes simultanément. Et de une, il ne le fait pas exprès. C'est une vérité. Et de 2, tu as le droit d'être épuisé. C'est aussi une vérité. Et les 2 choses-là sont vraies simultanément. Alors on fait quoi concrètement pour que ça change aujourd'hui? Tout d'abord, on va changer le discours. Ton discours d'avant, c'était peut-être avant cette vidéo, tu ne penses jamais à moi, fais plus d'efforts. Ce qu'il va entendre, c'est qu'il n'est pas bon, pas suffisant, qu'il n'en fait pas assez, qu'il est défectueux. Il va se défendre, se fermer, t'en vouloir, partir dans sa tête tout seul. À la place de ça, je te propose de juste lui décrire ce que toi tu ressens. Quand tu me dis que tu as réservé le restaurant et que tu ne l'as pas fait, je suis déçu. Et moi, dans ma tête, ce que je me dis, c'est que je ne compte pas pour toi. Tu peux même lui dire, je sais que c'est faux, je sais que tu tiens à moi, mais en tout cas, c'est ce que je ressens. T'es pas en train de l'accuser, tu es en train de lui montrer les conséquences de son cerveau TDAH sur ta propre vie. Et ça, non seulement il peut l'entendre, mais il doit l'entendre. On a vu tout à l'heure qu'il y avait au moins 2 blessures à cause de son cerveau TDAH, et il y a un objectif qui est de récupérer ce gâteau d'anniversaire. L'objectif, c'est pas d'excuser, ce n'est pas d'avoir encore plus d'empathie pour lui dans cette vidéo, c'est de mettre des mots sur quelque chose qui se passe. Construisons un système où je suis sûr que ce gâteau va arriver. Je t'ai dit vers le début de la vidéo que je mettais des alarmes, des calendriers. Je sais que c'est quelque chose qui ne fait pas rêver. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, c'est nécessaire. Tu ne peux pas en vouloir à un myope d'être myope. Par contre, tu peux lui mettre des lunettes. Tu ne peux pas en vouloir à un TDAH d'être TDAH. Par contre, tu peux lui mettre en place où vous pouvez construire ou co-construire un système à 2 qui fera que votre quotidien ne sera pas bousillé par son cerveau. Le 4e point, c'est de créer tes demandes de manière à être compatible avec le TDAH. Quand tu envoies un SMS, tu mets une seule chose dedans. Un email, c'est pareil. Tu lui dis à quelle date, quel jour tu souhaiterais que ce soit fait. Et ensuite, tu lui délègues totalement la tâche. Tu n'es pas là à contrôler. Toi, ta tâche sera la voiture.
Je te laisse gérer ça à 100%. Je ne regarderai plus à partir d'aujourd'hui. Moi, ma tâche, ce sera telle chose dans notre vie, telle chose dans la maison, telle chose avec les enfants. À chacun sa tâche. Et à partir d'aujourd'hui, je ne m'en occupe plus. T'arrêtes les mots qui tuent, les mots qui mettent de la pression. Est-ce que tu vas enfin t'en occuper cette fois? Non. Ce sera à lui de gérer. Et si jamais il y a un problème, ce sera à lui de voir comment faire pour le réparer. Et ce que je te suggère, c'est aussi d'anticiper. Si jamais les passeports ne sont pas prêts à telle date, je vais être triste parce qu'on ne partira pas en vacances. Si jamais tu ne réalises pas que tu as mis 2 rendez-vous en même temps et que donc on ne pourra pas voir nos amis, ça me rendra triste. Tu anticipes ta partie une fois et c'est tout. Et il y a une question que je trouve magique qui désamorce tout. Cette question, c'est pas pourquoi est-ce que tu fais ça ou pourquoi est-ce que tu as oublié ça. Cette question, c'est qu'est-ce que tu essayes d'éviter quand tu fais ça? Ça peut être par exemple éviter de te décevoir, éviter de te mettre en colère, éviter de te perdre. Et là, tu arrives sur quelque chose qui est extrêmement puissant. Tu arrives sur son moteur psychologique. Tu es en train de comprendre sa douleur, ce qu'il essaye de faire au quotidien pour ne pas te décevoir, sachant qu'il a toutes les peurs du monde que ça arrive. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, ton objectif, ce n'est pas de l'accuser, c'est de lui dire « je suis fatigué, le mode actuel ne fonctionne pas, donc on va réfléchir ensemble à un nouveau système qui me permettra d'équilibrer nos 2 fonctionnements à la maison. On va être intelligent, on ira voir un psychologue, tu vas bosser sur tes routines, tu mettras en place tout ce qu'il faut. Parce qu'un TDAH qui comprend qu'il est TDAH et qui va agir en fonction pour compenser et pour rétablir et ne pas faire souffrir les autres, ça fait quelqu'un qui est capable d'être en couple. Alors que quelqu'un qui est TDAH et qui est dans le déni et qui ne veut rien faire pour changer ça et qui te dit « moi je suis comme ça et c'est tout », cette personne ne peut pas être en couple. Elle doit rester seule. De la même manière qu'un bipolaire sans traitement serait très dur à vivre en couple, un bipolaire qui se traite parce qu'il a conscience de l'être, dans ce cas-là, ça change tout, on peut le mettre en couple. Pour les TDAH, c'est exactement pareil. Le diagnostic, le fait de découvrir, d'accepter qu'on l'est, le fait de mettre en place des procédures pour venir compenser, c'est ça qui change tout. Et à partir d'aujourd'hui, tu sais différencier une personne perverse, une personne TDAH, une personne fainéante et aussi une personne TDAH qui veut ou qui ne veut pas faire d'efforts pour arranger les choses. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a inspiré. J'aimerais beaucoup avoir vos anecdotes sous cette vidéo. Je les vois toutes parce que ça pop sur mon téléphone, même en pleine nuit au passage. Je réponds très souvent. J'aimerais beaucoup voir les choses drôles qui se sont passées parce qu'autant en rire sur une personne ou avec une personne qui est TDAH. Mettez-moi ça juste en dessous. Salut à tous. Bye. On se retrouve dans la prochaine vidéo.